Je m'appelle Christine Chauvin, je suis professeure en ergonomie cognitive au laboratoire Labstick et je travaille sur la question de la place de l'humain dans les systèmes fortement automatisés, notamment dans les systèmes de transport. J'ai beaucoup travaillé dans le domaine maritime, également dans le domaine aérien et la conduite automobile. La conférence de ce soir parle des véhicules autonomes, c'est-à-dire des véhicules fortement automatisés, et des problématiques en fait, liées à l'autonomie de ces véhicules. Je parle notamment de la question de la reprise en main, c'est-à-dire la question de la transition entre le mode automatique et le mode manuel. Comment peut-on aider le conducteur à reprendre en main le véhicule quand c'est nécessaire et alors même qu'il s'est intéressé à d'autres tâches auparavant. C'est important de préciser qu'on parle de la mise sur le marché des véhicules autonomes ou très fortement automatisés en 2020, c'est-à-dire dans 4 ans. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là ce soir, d'être venus m'écouter, donc parler des véhicules autonomes. Donc je suis Christine Chauvin, effectivement je suis professeure en ergonomie cognitive, mais je fais partie d'un laboratoire qui n'est pas un laboratoire de sciences humaines et sociales. Je fais partie d'un laboratoire qui s'appelle le Labstick, sciences techniques de l'information, de la communication et de la connaissance. Donc c'est un laboratoire qui est plutôt côté sciences de l'ingénieur. C'est un laboratoire important puisque nous sommes à peu près 350 chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens. C'est un laboratoire important qui se trouve en fait sur plusieurs sites en Bretagne, donc à Lorient, à Vannes, mais également à Brest. Et donc c'est un laboratoire important qui couvre du coup des thématiques de recherche nombreuses. Et on dit que ces thématiques de recherche, je parle sous le contrôle d'un de mes collègues qui est venu me supporter aujourd'hui. Ces thématiques de recherche vont des capteurs, puisqu'on a beaucoup d'électroniciens, à la connaissance. Donc c'est un laboratoire qui est divisé en plusieurs pôles. Je fais partie du pôle CID, qui est le pôle qui s'intéresse justement aux questions de connaissance, d'information et de décision. Et du pôle CID d'une équipe qui s'appelle IHSEV, comme interaction humain, système et environnement virtuel. Donc vous voyez qu'au sein de cette équipe et au sein de ce pôle, on est plusieurs personnes en fait à venir des sciences humaines et sociales pour travailler avec nos collègues des sciences de l'ingénieur sur la question notamment des systèmes fortement automatisés. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la place de l'humain dans ces systèmes fortement automatisés. Comment peut-on optimiser notamment la coopération entre l'humain et la machine pour garantir la fiabilité, mais surtout la sécurité de ces systèmes. Donc en ce qui me concerne, j'anime un groupe thématique au sein de cette équipe. On est une dizaine à travailler sur ces questions. On l'a appelé modélisation des systèmes socio-techniques complexes. Voilà, ce qui va nous intéresser, c'est ça, c'est comment l'homme coopère avec des systèmes complexes. On travaille beaucoup dans le domaine des transports. Donc effectivement, quand je suis venue il y a longtemps déjà, en 2009 vraisemblablement, c'était pour parler de la conduite de navires. Donc vous voyez, au départ, on a beaucoup travaillé dans le domaine maritime, sur la conduite de navires, le pilotage des sous-marins également. On a également travaillé dans le domaine aérien, notamment dans le cadre de projets avec Dassault sur le pilotage des Rafales et des Rafales de nouvelle génération. On travaille également avec Airbus sur la question du pilotage des avions, mais toujours avec cette idée de si on automatise plus, quelle est la place de l'humain, à quoi faut-il faire attention. Et donc les travaux que je vais vous présenter aujourd'hui portent, comme vous voyez, sur la conduite automobile. Et je vais vous parler de travaux qu'on a amorcés alors plus récemment, finalement il y a à peine 2 ans, avec Renault, dans le cadre d'une thèse. Donc on a une doctorante qu'on partage donc, avec l'entreprise Renault et qui s'intéresse donc à la place de l'humain dans les véhicules autonomes, c'est-à-dire des véhicules fortement automatisés. Alors je disais à Christophe en aparté qu'il est temps, je pense, de faire cette présentation parce qu'on parle de plus en plus des véhicules autonomes et ce que je vais peut-être vous apprendre aujourd'hui, finalement, je pense sera très banal, peut-être dans 1 an, peut-être même dans 6 mois. Ça va venir très très vite. Alors, en avant-propos, je voudrais juste vous montrer
voilà, ces figures que j'ai trouvées sur le site de l'observatoire CTLM, c'est un observatoire de la consommation. Et il s'agit ici de représenter les résultats d'une enquête qui a été réalisée auprès de milliers de personnes dans 8 pays européens. Et on demandait donc aux personnes qui ont été interrogées, selon vous, quelles sont les 5 notions les plus fortement associées à l'automobile. Donc on leur posait la question pour ce qu'il en est aujourd'hui et ce qui, selon eux, sera les représentations les plus courantes dans 10 ans. Donc on voit qu'aujourd'hui, ce qui ressort majoritairement, si on pose la question, alors j'aurais pu faire peut-être le test avant, de vous poser cette question à vous, mais quand on pose la question aux gens aujourd'hui, effectivement, si on la pose dans notre entourage, on se rend compte que pour la plupart des individus, à l'heure actuelle, l'automobile est associée à des notions de liberté, d'indépendance, d'autonomie, donc des notions très positives. Et si on demande aux gens de se projeter sur ce que seront les représentations des véhicules dans 10 ans, on voit apparaître comme item central un item qui est très différent. Il ressort de cette enquête que un certain nombre de personnes pensent que ça sera finalement dans 10 ans un moyen de transport comme un autre. Donc on a perdu cette notion, vous voyez, ces notions de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Donc moi je vais vous parler d'une évolution technologique, de la place donc, de l'humain dans les systèmes du futur, et vous allez voir que le futur c'est un futur proche, mais il est très important de souligner à mon avis que cette évolution technologique s'accompagne d'une évolution des mentalités. Effectivement, on ne voit plus la voiture, on voit qu'on est une période charnière, hein. On voit la voiture différemment. Vous voyez, le covoiturage se développe. Dans les villes, un grand nombre de personnes n'ont plus de voiture. Les jeunes ne placent plus forcément tout de suite le permis de conduire. Donc on voit qu'on est en pleine mutation, hein, et que la voiture, qui était vraiment un élément central dans la vie de tout à chacun, va occuper, hein, dans les années qui viennent, une place assez différente. Alors, j'en arrive au sommaire de ma présentation. J'ai une introduction qui a pour but de vous expliquer ce que sont les véhicules autonomes. Donc, je voudrais vous proposer une définition, vous expliquer, mais je ne suis pas, moi, vous avez compris, je ne viens pas des sciences de l'ingénieur, mais j'ai trouvé un film. En fait, ma doctorante m'a communiqué un film qui représente très bien ce que sont les véhicules autonomes. Donc, je voudrais vous montrer ce film pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte. C'est un film court, mais je pense que c'est très important de visualiser ce que sont les véhicules autonomes. Je vous expliquerai également qu'il y a différents niveaux d'autonomie. C'est pas du tout rien. On ne va pas passer de la voiture manuelle à la voiture complètement automatique, hein. On peut distinguer des niveaux d'autonomie. Il y a une classification qui a été proposée notamment aux États-Unis pour distinguer les véhicules selon leur niveau d'autonomie ou, dit autrement, leur niveau d'automatisation. Je ferai un bref état des lieux sur ce que les constructeurs sont en train de développer à l'heure actuelle. Il faut savoir que pour les constructeurs automobiles, la question des véhicules automatisés est un enjeu majeur. Donc tous les constructeurs, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Asie, planchent sur cette question-là et mettent des moyens énormes pour être parmi les premiers à proposer, à commercialiser ces véhicules. Donc je vous le dis tout de suite, je ne savais pas à quel moment j'allais vous le dire, mais on attend la commercialisation des premiers véhicules fortement autonomes, pas totalement autonomes, mais avec un grand nombre de fonctions automatisées en 2020. Donc c'est dans 4 ans. Donc c'est pour demain. Je terminerai cette introduction en vous expliquant quels sont les avantages, hein, attendus, mais également quels sont les inconvénients et les limites, hein, qu'il va falloir dépasser pour que ces véhicules puissent être effectivement commercialisés. Et puis ensuite, je viendrai aux questions de recherche. Alors des questions de recherche, bien sûr, relevant de mon domaine, c'est-à-dire plutôt de l'ergonomie. On verra qu'il y a des questions qui peuvent relever également du droit, hein. Vous comprenez tout de suite, je pense qu'il y a des questions de responsabilité quand vous avez un véhicule automatisé, hein. Qui est responsable en cas d'accident? Je n'aborderai pas ces questions-là, mais moi je vous parlerai plutôt donc, des questions de l'interaction, comment on peut penser cette interaction de façon à sécuriser au maximum
ces véhicules. Donc je vous proposerai deux approches, l'une qui consiste à penser l'automatisation en termes de délégation de fonctions, c'est-à-dire que dans cette approche-là, on va dire, on peut décomposer la conduite automobile en un certain nombre de fonctions. On va par exemple définir un itinéraire, on va ensuite avoir à doubler des véhicules, éviter des obstacles, on a à assurer le contrôle longitudinal et latéral du véhicule. Donc vous voyez, on peut décomposer la conduite automobile en termes comme ça, de fonctions. Et cette première approche, qui est l'approche la plus commune, consiste à dire, ces fonctions-là, on va regarder quelles sont celles qu'on peut confier à la machine et finalement, donc, on va aller d'un mode manuel où toutes les fonctions sont assurées par l'individu à un mode totalement automatisé où les automatismes prennent en charge la quasi-totalité des fonctions. Donc cette approche, on la nomme couramment, on peut dire que c'est une approche en termes de délégation de fonctions progressive de l'homme vers la machine. Alors il y a une autre approche qui est moins développée. C'est une approche, on va chercher au contraire à utiliser les automatismes pour faire coopérer l'homme et la machine. Alors c'est une approche qui a été développée notamment dans un labo de recherche qui n'est pas un laboratoire de l'UBS, mais qui est un laboratoire de Nantes, à l'IRSIN à Nantes, et d'ailleurs en partenariat avec Renault. Beaucoup de travaux ont porté sur cette coopération entre l'homme et la machine, donc je vous présenterai ces travaux-là également, avant de conclure. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un véhicule autonome ? Je montre ici une photo que vous avez certainement déjà vue. C'est la photo de la Google Car. C'est Google qui a lancé les premiers véhicules autonomes. Donc, un véhicule autonome, c'est une voiture qui devrait être capable de rouler automatiquement, en toute autonomie, dans le trafic réel et sur une infrastructure non spécifique, c'est-à-dire pas forcément prévue pour ça, et sans l'intervention d'un être humain. Alors ça, c'est ce vers quoi les constructeurs veulent aller, mais vous allez voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des gradients entre ce véhicule totalement automatisé et puis le mode manuel. Alors comment ça marche ? Alors les véhicules autonomes, j'ai pris ici l'exemple d'un véhicule de marque Renault, sont équipés d'un certain nombre de capteurs, radar, caméra, dispositifs ultrasons. Donc vous voyez ici le radar sur le pare-choc avant, des capteurs ultrasons à l'arrière et à l'avant. Et ces capteurs vont donc prélever l'information sur l'environnement, analyser l'environnement pour que le véhicule puisse agir en conséquence. On va trouver sur ces véhicules également des éléments de localisation, notamment des GPS, mais des GPS qui vont donner une position extrêmement précise. Et d'ailleurs, il y a une course aussi des constructeurs pour s'implanter sur le marché de la cartographie pour pouvoir disposer de ces outils-là. Et dans le coffre des véhicules, et vous allez le voir tout à l'heure sur la vidéo, on va trouver des ordinateurs qui vont centraliser, traiter ces données pour pouvoir prendre des décisions appropriées. Donc je pense que le film dont je vous ai parlé va vous montrer très clairement comment ça fonctionne et ce qu'on peut voir donc à l'heure actuelle en termes de véhicules autonomes. Bonjour et bienvenue sur 01 Net TV pour une nouvelle édition de 01 Drive en direct d'Ingolstadt. Regardez, j'ai une Audi ici un petit peu particulière à côté de moi. Il s'agit de Jack, le grand frère, enfin le petit frère plutôt, de Bobby, un concept car qu'on vous avait présenté à Ascari. Et en fait, eh bien, c'est la continuité de cette expérience Audi Piloted Driving. Sans plus attendre, on va découvrir donc cette nouvelle génération de véhicules dédiés à la conduite autonome sur les autoroutes allemandes. Voilà, donc nous sommes à bord de Jack, une Audi A7, effectivement équipée de différents capteurs qu'on avait déjà vus par ailleurs chez Audi, mais surtout, là, la grosse nouveauté, eh bien, c'est le message que j'ai ici sur la planche de bord qui m'invite à presser simultanément les deux boutons qui sont ici au volant. Et c'est parti, je ne touche plus à rien. Véritablement, cette voiture, elle conduit toute seule. Je peux tourner la tête
Alors elle va adopter une différence de sécurité par rapport au camion qui est ici devant moi. J'ai forcément quelqu'un de chez Audi qui est installé ici sur le siège passager, qui a lui aussi des pédales pour pouvoir intervenir, puisque si ce véhicule est autonome, et regardez là en plus cas de figure très concret, je ne touche à rien et Jack en fait allait se lancer dans une manœuvre qui lui permettait de doubler les véhicules qui étaient à côté de nous, mais dans mon angle mort, une autre voiture noire est arrivée et donc il a automatiquement coupé son clignotant et stoppé la manœuvre. La vitesse limite est autorisée donc à 120 km/h, on le sent, on le voit, c'est très très souple, mais Jack accélère doucement pour atteindre sa vitesse de croisière de 120 km/h. Ce qui est très très fort, c'est que par rapport à ce qu'on avait déjà découvert sur Audi A4, c'est que les caméras et les différents capteurs communiquent ensemble. Donc la caméra lit la limitation de vitesse, la voiture peut accélérer, tourner, et surtout, je n'ai plus du tout ces messages d'alerte qui m'invitent en fait à prendre la main, qui m'obligent à reprendre la main sur le volant. Voilà, la circulation me permet de me rabattre, c'est véritablement impressionnant. Jack fait toutes ses manœuvres tout seul. La conduite adoptée par ce véhicule autonome est vraiment très très souple. Évidemment, si on était conducteur, on aurait peut-être une conduite un petit peu plus nerveuse, un petit peu plus péchue. On serait en tout cas pas tenté de rouler à 90 km/h derrière un camion. Et regardez, à croire qu'il m'a compris, puisque une nouvelle fois, il va se relancer. Donc véritablement, il y a une belle évolution de ce côté-là de la technologie qui, on le sent bien, analyse tout son environnement. Et là, la conduite, et là, l'accélération, elle est plutôt dynamique. On va maintenant se caler à 130 km/h sur autoroute. Clairement, je vous le dis, moi je me sens plutôt en sécurité. Les trajectoires sont assez propres. Le véhicule suit les lignes blanches. Ici, il n'y a pas d'utilisation de GPS différentiel, puisque l'infrastructure, en fait, elle n'est pas équipée de ces coordonnées qui permettent de corriger la trajectoire. Le GPS différentiel, on l'avait notamment découvert à Ascari, sur circuit, le véhicule automatiquement recevait des corrections de trajectoire. Ici, Jack se contente des lignes blanches, des radars qui sont placés dans les pare-chocs, à l'avant, à l'arrière, des senseurs qu'on connaît déjà, qui servent notamment au parking, et aussi les capteurs d'angle mort, donc qui sont cette fois-ci intégrés dans les angles du véhicule, qui ont eux une plus grande portée. Évidemment, pour arriver à une telle précision, Audi a aussi intégré 2 lidars dans le véhicule, un à l'avant, présent dans la partie basse du pare-choc, et un autre à l'arrière. Le lidar, c'est ce système de balayage laser qui est cette fois-ci capable de distinguer toutes les formes qui sont autour du véhicule. Donc Jack, en fait, est un véhicule intelligent qui profite de la certification de niveau 4, c'est-à-dire qu'il est capable de conduire seul avec un conducteur à bord qui peut intervenir en cas d'extrême danger. D'ailleurs, les boutons que j'avais tout à l'heure au volant me permettent à tout moment de reprendre la main, mais bien évidemment, si j'accélère, si je freine ou si je touche au volant, la conduite autonome sera automatiquement désactivée pour me laisser reprendre la main. D'ailleurs, les limites techniques de ce système vont être appréciées lorsqu'il y aura par exemple un fort ralentissement ou une zone d'embouteillage. Par exemple, donc, si la caméra lit un panneau comme quoi il y a une zone de travaux, automatiquement, elle va envoyer un message au conducteur lui invitant à reprendre la main, car elle va estimer tout simplement qu'elle ne peut pas conduire seule dans de telles situations. Et bien voilà, donc Jack a fait ses preuves. On est ici sur la voie la plus à gauche, à 130 km/h, elle va se rabattre, a priori, il n'y a personne devant. Une conduite tout à fait adaptée. Et qu'est-ce qu'on fait lorsque finalement on ne conduit plus? Audi nous fait la démo ici. Sur l'écran central, il est tout à fait possible d'afficher une vidéo. Donc bien évidemment, ce sera via le système MMI, les différents jukebox et cartes SD qui sont présentes dans la voiture. Pour ma part, je suis finalement tellement à l'aise que vraiment, je pourrais presque lire les journaux, consulter, pourquoi pas, 01net, regarder une vidéo, écouter de la musique. En fait, ce qu'on ne peut juste pas faire, c'est se détendre, s'endormir, quitter véritablement la route des yeux, puisque dans cette certification de niveau 4 dont je parlais tout à l'heure, à tout moment, il faut que je puisse reprendre la main. Et c'est d'ailleurs ce qui pose certains problèmes selon certains experts, qui d'ailleurs, face à l'efficacité de ces systèmes, pourraient donner lieu à des distractions qui ne peuvent pas avoir lieu dans ces véhicules certifiés de niveau 4. C'est-à-dire que le conducteur, idéalement, devrait garder les yeux rivés sur la route, être prêt à intervenir et tout simplement se détendre, peut-être, se dégourdir les jambes. Bref, adopter des positions plus confortables pour les longs trajets, mais à tout moment, je devrais être en mesure de prendre la main et donc être vigilant sur ce qui se passe devant. Alors, à l'intérieur de Jack, j'ai effectivement donc l'écran ici central derrière le tableau de bord où je vais retrouver mes différentes informations, mais regardez au centre de la planche de bord, il y a cet écran en plus, en fait,
qui m'indique les intentions de Jack, c'est-à-dire est-ce qu'il va se déporter, changer de voie. Ici, eh bien, il nous est représenté comme sur la route, sur la voie du milieu, mais lorsqu'il va finalement se déporter, eh bien, à tout moment, le conducteur va être alerté grâce à ce petit écran. Toujours sur cet écran central, eh bien, Jack va m'indiquer le temps de conduite autonome qui va être encore actif, c'est-à-dire ici j'ai 1 minute. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous allons sortir de l'autoroute. La conduite autonome est couplée à la navigation GPS, ce qui lui permet donc de se repérer via la cartographie. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que là, on se rend bien compte de ce que c'est. Alors moi, personnellement, je n'ai conduit, enfin si on peut dire, parce que du coup la conduite, c'est plus le bon mot, des véhicules autonomes que sur simulateur. Mais je peux vous assurer que même sur simulateur, c'est très curieux. C'est-à-dire que quand le véhicule déboîte pour doubler les véhicules qui sont devant, au départ, ça fait drôle, mais effectivement, on s'habitue assez vite. Mais ce qui est intéressant dans cette vidéo, alors il y a plusieurs choses. D'abord, vous voyez concrètement en quoi ça consiste. Vous avez des explications sur le dispositif, sur les automatismes qui permettent aux véhicules de fonctionner, de circuler en toute sécurité. Il y a un autre aspect qui est intéressant, et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai choisi cette vidéo, c'est qu'il souligne en fait la limite de ce type de véhicule, lié au fait que la personne doit pouvoir malgré tout reprendre la main dans certaines circonstances. Et ça va être tout le problème pour nous, je dirais, pour nous ergonomes, pour nous psychologues, c'est comment on peut faire en sorte, comment on va pouvoir faciliter cette phase critique, vous voyez, de retour au mode manuel dans les cas où le véhicule, pour des raisons de trafic ou de météorologie, oui, essentiellement un bouchon, comme il le dit. Dans ces cas-là, effectivement, le conducteur va devoir reprendre la main et il n'était peut-être plus vigilant. C'est ce moment-là, cette transition-là, qui va nous intéresser tout particulièrement. Alors, pour regarder encore un tout petit peu les aspects techniques, j'ai repris juste un extrait d'un article qui est paru là, le mois dernier dans Science Ouest. Peut-être que c'est une revue que vous regardez, qui relate les travaux de recherche qui sont menés dans la région. Et cet article m'a intéressé parce qu'il est directement en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Et il présente un radar frontal qui est fabriqué par une entreprise de la région brestoise, qui va être située à l'intérieur du pare-choc avant des véhicules et qui est capable de déclencher le freinage d'urgence et de réguler les distances entre véhicules. Donc son champ de vision à ce radar, vous voyez, va varier, c'est-à-dire qu'il va s'adapter automatiquement à la vitesse du véhicule. Il peut balayer un angle de 20 degrés sur une distance de 200 mètres sur autoroute, donc lorsque le véhicule va vite. Et cet angle va s'élargir à 70 degrés sur 100 mètres en ville. Mais ce qui est intéressant, c'est que associé à ce radar, il y a une nouvelle fonctionnalité qui permet en mode urbain de différencier les piétons des véhicules et de déclencher, si besoin, le freinage d'urgence. Donc si le véhicule détecte un obstacle qui s'avère être un piéton. Donc vous voyez, il y a une prise d'information sur l'environnement, mais au-delà de la prise d'information sur l'environnement, il y a également une analyse de cette information pour pouvoir ici notamment détecter, vous voyez, reconnaître le piéton et effectuer un freinage d'urgence dans un temps très bref, peut-être un temps qui ne permettrait pas, tellement bref que le conducteur, l'humain, ne pourrait pas le faire. Donc vous voyez ici, voilà, on rentre un petit peu dans le détail de la prise d'information sur l'environnement, mais également de l'analyse de l'information et de l'aide que ça peut effectivement apporter au conducteur. Alors, si on revient, donc je vous l'ai dit, au niveau d'automatisation, et c'est également un petit peu évoqué dans la vidéo que je vous ai montrée. Alors, il y a différentes classifications qui existent, qui ont été proposées aux États-Unis, mais également en Europe, pour essayer de distinguer des véhicules et pour les certifier également, comme vous l'avez entendu, en fonction de leur niveau d'automatisation. Alors, le niveau 1, c'est le niveau que vous connaissez, en fait.
Le niveau 1 est un niveau où il y a des automatismes. C'est typiquement le régulateur de vitesse. Hein. C'est une façon de c'est un automatisme qui consiste en une délégation d'une fonction à la machine. Donc, à ce niveau 1, les automatismes assistent le conducteur en prenant en charge une ou plusieurs fonctions primaires. Donc là, typiquement, c'est la régulation de la vitesse. Vous le savez, je pense que la plupart des voitures maintenant sont équipées de régulateurs de vitesse. Bien évidemment, à ce niveau-là, le conducteur ne peut absolument pas se désengager de la conduite. Le niveau 2 est un niveau déjà un petit peu plus inhabituel hein, pour tout à chacun. À ce niveau-là, l'automatisation va porter au moins sur 2 fonctions primaires. Donc, typiquement, toujours la régulation adaptative de la vitesse. Attention, quand on parle de régulation adaptative de la vitesse, c'est un petit peu plus que ce qu'on trouve sur les véhicules actuels. Les véhicules actuels régulent la vitesse. Hein, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont des véhicules avec régulateur. Mais ce n'est pas une régulation adaptative, c'est-à-dire qu'ils ne régulent pas la vitesse en fonction des véhicules qui sont devant. Ici, la régulation est adaptative et on peut avoir également un maintien de la trajectoire. Donc, contrôle la trajectoire latérale prise en charge par des automatismes. Mais à ce niveau-là, qui est appelé le niveau 2, le conducteur donc, peut se dégager physiquement de la conduite, comme vous l'avez vu dans le film. Hein, il peut retirer ses mains du volant, retirer ses pieds, mais il ne peut pas se désengager mentalement parce qu'il doit pouvoir reprendre la main à tout moment. Au niveau 3, par contre, le conducteur peut céder le contrôle complet du véhicule aux automatismes, mais simplement dans certaines conditions de circulation et de météorologie. Donc là, on va lui donner la possibilité à ce niveau-là de se désengager physiquement et mentalement. C'est-à-dire que la personne peut jouer, peut regarder des vidéos, peut lire le journal, mais quand même, si dans certaines circonstances, elle va devoir reprendre la main. Donc on va toujours avoir la même problématique hein, de reprise en main. Et le niveau 4, il n'est pas pour tout de suite, hein, c'est le niveau où le véhicule est totalement automatisé. Donc, à l'heure actuelle, les constructeurs hein, travaillent beaucoup sur les niveaux 2 et 3 notamment, hein, et c'est des véhicules de niveau 2, voire 3, qui devraient être mis en circulation hein, dans les années qui viennent. Alors, pour avancer un petit peu dans cette introduction, je voudrais juste balayer avec vous, faire un rapide état des lieux sur ce qui est fait à l'heure actuelle par les différents constructeurs. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, les véhicules automatiques sont apparus aux États-Unis avec c'est Google hein, qui a lancé les premiers véhicules automatiques. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on en a parlé à l'époque. C'était en 2010. En 2010, Google annonce avoir conçu un système de pilotage automatique pour automobiles, aidé donc comme vous l'avez vu, de radars, de caméras vidéo et de GPS. En 2010, donc Google installe ces systèmes automatisés sur des véhicules de série. 7 véhicules de série, c'est 6 Toyota Prius et une Audi TT qui parcourent plus de 225 000 km sans avoir d'accident en Californie. Donc fort de ce succès, on peut dire, hein, en 2014, Google développe sa propre voiture, c'est la Google Car que vous voyez ici, qui est un véhicule électrique donc avec une autonomie limitée hein, de 130 km/h, qui ne roule pas très vite non plus, mais qui présente la particularité il n'y a plus de volant, il n'y a plus non plus de commande d'accélérateur ni de frein sur ce véhicule-là, donc il est totalement automatique, là, c'est vraiment le véhicule de niveau 4. Il est d'abord testé sur des pistes d'essai, puis il va rouler durant l'été de 2015, donc là c'est très récent, sur les routes californiennes, mais avec toujours un ingénieur hein, qui reste à côté pour pouvoir intervenir en cas de problème. Donc pour l'instant, il ne circule pas tout seul, hein, il y a quand même quelqu'un qui reste là. Alors vous avez peut-être entendu aussi quelque chose, si ça vous intéresse. Peut-être que certains l'ont entendu il y a 2 mois, peut-être. La Google Car a eu un accident. Responsable. Alors voilà, l'intelligence du véhicule, c'est un accident bénin, hein, c'est un froissement de tôle, mais malgré tout, il y a eu une mauvaise analyse de la part du véhicule, une mauvaise analyse de la situation. L'intelligence du véhicule, en fait, est conçue de façon telle qu'elle pensait qu'un véhicule beaucoup plus gros, je crois que c'est un bus qui arrivait à la laisser passer, or le bus ne l'a pas laissé passer. Donc effectivement, on peut trouver des... Oui, mais c'était pas de la faute de Google Car, c'était
chauffeur de bus, exactement voilà, donc c'est... Ouais. Alors, vous avez raison, on aurait pu tout à fait trouver cette contradiction entre deux systèmes de référence, hein, entre deux conducteurs également. Donc effectivement, ces deux systèmes de référence là, différents, l'intelligence du véhicule utilise un système de référence différent, on va dire, de celui du chauffeur de car. Alors, toujours aux États-Unis, d'autres marques se sont positionnées, un Tesla notamment, qui propose un véhicule avec une fonction pilotage automatique, mais également, ça peut être très pratique, une fonction de parking automatique. Uber également travaille avec Ford sur la conception de véhicules automatiques, et Apple s'est lancé, se lance apparemment également dans la course. Donc en tout cas, c'est les États-Unis qui sont arrivés, les constructeurs américains. Mais vous voyez, avec des marques, ce qui me semble intéressant, c'est de voir des marques comme Google et Apple, qui ne sont pas du tout des marques habituelles, hein, dans l'automobile, arriver sur ce marché et puis finalement prendre un peu de vitesse les constructeurs plus classiques qui du coup vont chercher bien sûr eux aussi, et qui cherchent depuis des années eux aussi à développer ce type de véhicule. Alors en Europe d'ailleurs, ce sont les constructeurs classiques qui travaillent sur le développement des véhicules autonomes, notamment les constructeurs allemands, BMW, Mercedes, Audi, qui développent des systèmes semi-automatiques, donc des voitures qui vont pouvoir rouler de façon autonome sur les grands axes, comme vous l'avez vu sur le film, ou au contraire, qui vont pouvoir rouler de façon autonome avec une vitesse relativement limitée. Volvo également développe des véhicules automatiques, et là, soyez attentifs à ce que vous allez lire là-dessus, parce que Volvo va donner à une centaine de clients particuliers l'occasion de conduire des véhicules autonomes dès 2017, donc autour de la ville de Göteborg, donc sur des routes sélectionnées. Donc ça va être un test grandeur nature, donc mené par Volvo, donc je le dis, avec des véhicules mis à disposition de particuliers. Donc soyez attentifs à ça, parce que 2017, c'est très bientôt. Alors ça c'est en Europe, en dehors de la France, mais la France n'est pas en reste. Vous l'avez peut-être également entendu, PSA, alors tout ça est très récent, ça va très très vite. PSA a fait rouler une voiture autonome, c'était un C4 Picasso, en octobre 2015. Donc cette voiture a rallié toute seule, mais attention, toute seule, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un ingénieur à côté qui peut reprendre la main. On est quand même dans des phases expérimentales. Mais cette voiture a rallié Paris à Bordeaux en mode automatique. Donc le conducteur n'a pas eu à toucher son volant, sauf dans de très rares occasions. Et puis Renault développe également un véhicule autonome qui s'appelle Next2. Donc la France n'est pas en reste, et je vous dis, c'est un enjeu vraiment majeur pour tous les constructeurs automobiles à l'heure actuelle, sachant que les constructeurs les plus avancés sortiront ces voitures, enfin les mettront sur le marché. Je vous dis, on voit cette date de 2020, mais effectivement, c'est tellement avancé. Cette vidéo me semble très intéressante. Vous voyez que ça fonctionne déjà. On peut penser effectivement qu'en 2020, on pourra faire l'acquisition de véhicules fortement automatisés. Alors, quels sont les avantages attendus? Pourquoi développer ce type de voiture? L'avantage premier, l'avantage annoncé, c'est plus de sécurité. Vous le savez, la conduite automobile est très dangereuse. C'est bien sûr le mode de transport le plus dangereux, tout mode de transport confondu. Donc, si on prend au niveau mondial, 1,24 million de tués sur les routes par an. En France, 3300 morts, 75 000 blessés. Et ce qu'on dit, mais là, c'était l'objet de mon précédent exposé, on dit 90% de ces accidents sont dus à des erreurs humaines. On pourrait beaucoup en parler, mais effectivement, c'est ce qu'on va retrouver dans les analyses d'accidents. Vitesse excessive, manque d'attention. Bon. Donc, ce que cherchent les constructeurs, l'argument principal qui est avancé, c'est l'argument de la sécurité. Il y a un autre argument, et qui, vous voyez, n'est pas sans lien avec l'enquête dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le fait que de plus en plus,
la voiture est vue comme un mode de transport, il y a plus le plaisir de conduite ne ressort plus forcément autant qu'il y a quelques années. Et donc, finalement, conduire, passer du temps dans sa voiture peut être vu comme une perte de temps. Vous voyez que des études montrent que les Franciliens passent 78 minutes par jour en moyenne en voiture, donc c'est du temps voilà, qui pourrait être utilisé certainement autrement. Donc derrière la promotion des véhicules automatiques, il y a également cet argument de pouvoir, d'être en mesure d'optimiser ce temps de conduite. Et puis on peut également, grâce à ces véhicules, espérer plus de fluidité. C'est un troisième argument. Mais les deux premiers arguments sont les arguments centraux. Alors maintenant, donc ça c'est les avantages attendus. Maintenant, il y a des difficultés. C'est sur ces difficultés que les uns et les autres, en fonction de son champ d'expertise, travaillent. Alors d'abord, on peut dire qu'il y aura un surcoût. Ça c'est évident, un surcoût lié donc aux automatismes. Alors qui, je pense, tendra à s'amoindrir, mais en attendant, on parle quand même de 5 à 10 000 euros de plus à minima par rapport à une voiture standard. Il y a un problème qui est extrêmement important et qui est apparu récemment. On n'y pensait pas tellement il y a quelques années, donc ça n'a pas forcément été pris en compte par les développeurs des systèmes informatiques, mais la voiture connectée, parce que c'est bien d'une voiture connectée dont il s'agit. Vous voyez, dans certains cas, elle va communiquer avec l'infrastructure, donc elle a un certain nombre elle a un grand nombre d'ordinateurs de bord, et il y a plusieurs points d'entrée sur un véhicule connecté. Donc il y a des liaisons Bluetooth, des liaisons Wi-Fi, il y a la 3G, et toutes ces liaisons constituent des points d'entrée potentiels pour des pirates, qui peuvent prendre le contrôle du véhicule. Donc en 2015, vous voyez, tout ça est très récent, des chercheurs en informatique, avec la complicité de l'ingénieur qui était dans le véhicule, ont pris comme ça le contrôle à distance d'une Jeep, peu importe, enfin c'était une Jeep Cherokee. Donc d'abord ils ont mis en route la climatisation, puis ils ont mis en route les essuie-glaces, donc tout ça à distance, l'autoradio, et ils ont fini par couper le moteur. Donc c'est très embêtant. Donc on retrouve ce problème dans tous les systèmes connectés, mais là effectivement quand il s'agit d'un véhicule, ça fait peur. Alors vous imaginez bien qu'on peut imaginer des scénarios comme une attaque terroriste, utilisant des véhicules, prenant la main sur des véhicules pour acheminer une bombe sur un endroit donné. Donc il y a quand même un problème donc, de sécurité informatique, un problème de cybersécurité qui n'a pas été en fait anticipé au départ, mais sur lesquels les ingénieurs planchent. Et puis il y a un troisième problème qui n'a rien à voir donc, ni avec la psychologie, ni avec l'ergonomie, mais dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le problème de la responsabilité. Qui est responsable s'il y a un accident? Est-ce que c'est le conducteur? Est-ce que c'est le constructeur? Est-ce que c'est le développeur des systèmes informatiques? Donc là, c'est un champ, mais qui relève du droit, et sur lesquels les gens planchent également, parce qu'il va falloir donner des certifications à ces véhicules pour qu'ils puissent rouler, et pour donner ces certifications, il va falloir régler ce problème-là. Alors donc j'en viens aux questions de recherche. On a parlé là de développement, mais la recherche suit et accompagne ces développements, et je voudrais vous présenter les questions de recherche qui relèvent de ma discipline. Alors d'abord, il y a une question centrale, c'est la question de la sécurité. Est-ce que les conducteurs peuvent interagir en toute sécurité avec ces véhicules? Quels sont les risques associés à la réalisation des tâches secondaires? Vous voyez qu'on peut utiliser des appareils électroniques, c'est exactement ce qui est évoqué dans la vidéo, notamment quand il s'agit de véhicules de niveau 2, où la personne va pouvoir se désengager physiquement, mais ne doit pas se désengager mentalement. C'est drôlement difficile de dire vous ne touchez plus à rien, mais attention, faites pas autre chose. Donc ça, c'est propre aux véhicules de niveau 2. On va dire à la personne de maintenir une certaine attention, de superviser ce que fait le véhicule. Quelles sont les stratégies de reprise en main les plus efficaces? Donc là, on rentre
dans cette question que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est la question de la transition entre le mode automatique et le mode manuel, comment ça va se passer quand on va demander à la personne de reprendre des choses en main. Toutes ces questions sont liées, hein. Donc voilà, celle-ci je la mets en gras parce que c'est celle qui nous intéresse, donc dans les travaux qu'on mène avec Renaud. Comment les conducteurs s'engagent-ils, se désengagent-ils, se réengagent-ils dans les tâches de conduite? Et puis, comment peut-on, enfin, quelles sont les interfaces que l'on peut développer pour garantir un niveau de sécurité optimal? Donc cette question-là est également une question abordée par les constructeurs. Donc derrière ces questions-là, si on reformule les choses, on peut dire, quand on demande en fait au conducteur de reprendre la main, quelles sont les aides qu'on peut lui donner pour qu'il puisse reconstruire rapidement une représentation correcte de la situation qui va lui permettre de réagir, hein, rapidement et en toute sécurité. Donc cette question-là de la reprise en main d'un système fortement automatisé, on la connaît dans d'autres domaines. Vous savez que les avions sont très fortement automatisés, donc ces questions-là, on les a abordées notamment dans le domaine de l'aviation. Et on sait que quand on fait sortir l'humain de la boucle de contrôle, parce que ici c'est le cas, hein, vous voyez, c'est les automatismes qui vont gérer la machine, le système, donc l'humain est en dehors de la boucle de contrôle, et à un moment donné, on va lui demander de revenir dans la boucle de contrôle, alors qu'il n'a pas forcément une représentation très claire de ce qui se passe, parce qu'il faisait éventuellement autre chose, et alors également, souvent on va lui demander de reprendre la main quand la situation est complexe ou quand la situation est imprévue, c'est-à-dire quand l'automatisme lui-même ne sait pas, enfin les automatismes ne savent pas quoi faire. Donc vous voyez, il y a ce qu'on appelle, on a parlé d'ironie de l'automatisation ou de paradoxe, c'est-à-dire qu'on va demander à l'opérateur humain, et là je parle plus spécifiquement, hein, des véhicules, je parle de tous les systèmes automatisés, à un moment donné, on va demander à l'opérateur humain de reprendre la main, de reprendre le contrôle d'un système, mais généralement quand le système lui-même ne sait pas comment faire, et alors que l'opérateur humain n'a pas suivi ce que le système a fait, n'a pas une conscience forcément très claire de la situation, donc au moment le plus critique. Donc là, il y a voilà, ce que certains auteurs en ergonomie ont appelé l'ironie de l'automatisation, le paradoxe de l'automatisation. Donc comment faire pour essayer de faciliter malgré tout les choses. Vous voyez, ça c'est un problème vraiment, alors qui est un problème qui relève des SHS, hein, qui relève de l'ergonomie, qui relève de l'interaction homme-machine. Et donc voilà, c'est la première question sur laquelle je voudrais vous apporter quelques billes. Mais alors, c'est des travaux qui sont en cours. Vous voyez que les choses vont très très vite, hein. Les expériences que je viens de relater, c'est 2015. Donc les travaux sont en cours. Je ne vais pas pouvoir vous donner une réponse ferme et définitive aujourd'hui, mais vous montrer comment on travaille sur ces questions-là, essayer de vous faire rentrer un peu dans entre guillemets, dans la cuisine de la recherche sur ces questions. Mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir, hein, vous donner un résultat bien établi, mais des pistes malgré tout. Donc là, je vais relater des expériences qu'on mène sur cette question, donc avec Renaud. Donc la problématique, vous l'avez bien compris maintenant, hein, la réalisation de tâches annexes, puisque là, on va parler de véhicules de niveau 3. Donc c'est des véhicules donc, qui fonctionnent en toute autonomie, qui donnent la possibilité au conducteur de se désengager physiquement et mentalement. Donc là, quand on a affaire à un véhicule de niveau 3, la personne peut faire autre chose, mais malgré tout, à certains moments, on peut lui demander de reprendre la main. D'accord ? On ne lui demande pas de superviser tout le temps. Le plus souvent, elle peut faire autre chose, mais malgré tout, parfois, parce qu'il y a un bouchon, par exemple, on va lui demander de reprendre le volant. Donc, on a simulé ces tâches de conduite sur simulateur, hein, je vous le dis. Donc, la personne va rouler, on va lui demander de faire autre chose. Je vais vous montrer un petit bout de film tout à l'heure, vous allez voir, la personne joue. Et puis, à un moment donné, il y a un bouchon, il y a une alerte, hein, et on lui demande de reprendre la main. Donc, dans les expériences qui ont été faites sur simulateur, on s'aperçoit que plus la personne est engagée dans des tâches annexes, plus, ça ne va pas vous étonner, plus la performance est dégradée lors de la reprise en main. Ça, c'est évident. Donc, finalement, plus les automatismes prennent en charge un grand nombre de fonctions, et plus la personne est dégagée pour faire autre chose, plus ça va lui être difficile de
revenir, hein, vous voyez ce que j'ai appelé le retour dans la boucle. Plus ce retour dans la boucle va être difficile. Donc, alors c'est mesuré justement, on va regarder à quel moment la personne reprend le contrôle. Donc on s'aperçoit que la reprise en main est retardée et que les réactions sont inadaptées. Alors les réactions sont inadaptées, parfois, on voit sur simulateur, hein, mais vous allez avoir une distance de sécurité avec le véhicule de devant qui n'est pas du tout qui n'est pas acceptable, qui est trop faible. Donc on a, vous voyez, des indicateurs notamment temporels qui vont permettre de regarder à quel moment la personne reprend la main, et puis de regarder également, je vous dis, typiquement, hein, le respect de distance de sécurité avec le véhicule qui est devant. Et parfois, on va donner une consigne. Par exemple, vous prenez la première sortie à gauche et on va regarder à quel moment la personne prend la sortie. Est-ce que c'est vraiment sur les lignes blanches ou est-ce que la sortie a été anticipée? Donc, on peut avoir, vous voyez, un certain nombre d'indicateurs objectifs qui permettent de qualifier l'action qui est réalisée par le conducteur. Donc dans ces cas-là, on s'aperçoit typiquement, vous voyez, que les actions sont retardées et sont inadaptées, c'est-à-dire que la personne elle va sortir trop tard, elle est passée sur les zébras, ou bien parfois c'est sur simulateur, mais parfois elle est rentrée dans le véhicule qui était devant, donc on a quand même des indicateurs assez clairs. Alors l'objectif ici, donc c'est une étude qui poursuit un objectif très particulier, c'est d'examiner l'impact de la réalité augmentée sur la reprise en main du conducteur. Alors qu'est-ce que c'est que la réalité augmentée? Je vais vous montrer juste après une photo, vous allez bien comprendre, mais la réalité augmentée en fait va associer des objets virtuels sur les objets réels. Donc vous allez voir le véhicule qui est devant vous, mais sur ce véhicule on va associer typiquement un tapis de couleur qui va vous indiquer si le véhicule est à une distance telle qu'on peut la qualifier de distance de sécurité, ou si au contraire vous êtes trop près. Donc je vais vous montrer tout à l'heure en quoi ça consiste, enfin juste après. Donc on sait que la réalité augmentée, hein, on l'a vu, permet d'attirer l'attention du conducteur sur certains objets. Donc là on espère, hein, vous voyez, qu'en utilisant la réalité augmentée, on va aider la personne à reconstruire rapidement une représentation suffisante de la situation pour pouvoir prendre des décisions adaptées et puis réagir également de façon adaptée. Alors, juste quelques mots sur la méthode. Donc, je vous rassure, c'est des expériences qui sont menées sur simulateur au technocentre de Renault. Ici, on a 27 participants qui sont des employés, des salariés de Renault. C'est pratique parce qu'ils sont très nombreux. Et on va leur proposer 3 conditions de roulage. Une condition manuelle, donc il s'agit de conduire sur une voie rapide, hein, là, sur simulateur, mais comme on le fait sur un véhicule habituel. Et puis 2 conditions automatisées, l'une avec réalité augmentée et l'autre sans réalité augmentée. Alors vous comprenez bien que l'hypothèse derrière, hein, c'est que on espère que la réalité augmentée va justement être associée à de meilleures performances que une situation où on ne propose pas donc cette augmentation des informations au conducteur. Alors voilà typiquement en quoi ça consiste, la réalité augmentée. Donc vous le voyez ici, vous avez un véhicule qui est devant, et vous voyez ce véhicule, on va augmenter cette information en associant donc à l'objet réel un objet virtuel qui est ici, on peut qualifier ça de tapis, qui va faciliter la compréhension que le conducteur a de la situation. C'est-à-dire que là, on lui signifie clairement que le véhicule se trouve à une distance telle qu'il s'agit d'une distance de sécurité. Vous voyez ici également des objets de réalité augmentée qui vont faire apparaître sur la scène visuelle des objets signalant la nécessité de se rabattre sur la droite. C'est-à-dire qu'ici, ce ne sont pas des flèches de travaux, mais on signale à la personne qu'elle doit prendre la file de droite. Donc vous avez compris, il y a 3 conditions. Et associé à ces 3 conditions, on va proposer au conducteur 3 scènes finales. Donc une scène où l'autoroute qui est à 3 voies se sépare en 2 voies et le conducteur va devoir faire un changement de voie. Une scène où il doit faire un changement de voie et il y a du trafic. Et une scène où il va devoir
sortir en prenant la voie de droite. Donc à chaque fois, il se retrouve, vous voyez, alors qu'il était en train de faire autre chose, obligé de reprendre la main pour en plus faire un changement de voie. Donc, et parfois, vous voyez, on peut penser que cette situation-là est peut-être un petit peu plus complexe que les deux autres, parce qu'il doit faire un changement de voie, et en plus, ce trafic est relativement dense. Donc on va regarder comment dans ces différentes situations, la réalité augmentée est susceptible d'aider le conducteur. Alors je vais rentrer, c'est ça qui me semble intéressant, c'est de rentrer justement dans le détail de ce qu'on regarde, donc ça va répondre à prolonger la réponse que je viens de faire à votre question. Donc qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde des données, le véhicule est équipé d'un certain nombre de capteurs, donc on va prélever sur le véhicule un certain nombre d'informations, des informations qui sont temporelles. C'est la durée entre le TOR, c'est le Time Over Request, c'est le moment où on lui demande de reprendre la main. Donc ça, c'est le moment, c'est le top. On va regarder combien de temps s'écoule entre le TOR, le moment où on lui demande de reprendre la main, et le passage en mode manuel. On peut regarder également la durée entre le moment où on lui demande de reprendre la main, donc ça c'est le T0, et l'arrivée sur la voie qu'on lui a demandé de prendre, puisque vous voyez qu'à chaque fois on va lui demander de changer de voie. On peut regarder également ce qu'on a appelé des dimensions qui sont plutôt comportementales. On va regarder la vitesse longitudinale maximale, l'accélération latérale, la vitesse d'enfoncement de la pédale d'accélération, l'angle volant. Vous voyez, il y a une masse de données en fait, qu'on récupère automatiquement sur le véhicule. Et puis à côté de ça, on va regarder également les fixations oculaires. On va regarder ce que la personne a examiné. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, c'est un petit bout de vidéo de ce qu'on récupère sur le véhicule, sur simulateur. Donc vous voyez que la personne, en fait, là je vais lancer, est en train de jouer. La tâche qu'on lui a demandé, c'est de jouer. Et puis vous allez voir ici, en bas de pare-brise, vous allez voir à un moment donné un voyant rouge qui s'allume. Là, on lui demande de reprendre la main. Et vous allez voir les trajets de son regard. Voilà, donc là, le voyant s'est allumé, donc vous voyez qu'il l'a remarqué. Et donc, on enregistre les traits bleus, c'est la direction de son regard. Donc, on va pouvoir regarder, examiner la prise d'information réalisée par le conducteur. Vous voyez ici clairement dirigé vers l'environnement, mais plus précisément vers des véhicules, vers un véhicule qu'on peut qualifier de véhicule cible. On peut regarder également si son champ attentionnel est élargi s'il regarde les rétroviseurs, c'est le cas ici, mais tout ça va nous indiquer, si vous voulez, au travers de la prise d'information, va nous renseigner sur sa capacité à reconstruire une représentation, la situation qui soit satisfaisante. Donc ici, on lui a demandé de sortir sur la gauche. Vous voyez que la réalité augmentée signale la voie à prendre, et vous voyez ici clairement que la personne a repris en main le véhicule sans problème. C'est un individu, j'ai pris cette vidéo un peu au hasard, je dirais, mais ici ça ne pose pas de problème. Il va se retrouver dans un bouchon et puis déboîter comme il le ferait en conduite normale. Donc vous voyez ici, on peut dire que dans ce cas précis pour cette personne-là, on a une reprise en main qui est assez fluide, mais ce qui va nous intéresser, vous voyez, au-delà des données véhicules, c'est également les fixations oculaires et notamment donc la capacité de la personne à prendre des informations variées assez rapidement pour reconstruire l'ensemble de la situation, sans oublier donc ce qui se passe sur le côté derrière. Ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, les personnes sont vraiment focalisées sur l'environnement. Donc là, c'est également un indice d'une reconstruction insuffisante de la représentation mentale. C'est en vitesse réelle, le déplacement oculaire, ou c'est... Oui, c'est en vitesse, oui. Et ça dépend de chacun. Oui. Non, mais ce qui va nous intéresser, c'est pour ça qu'on fait une analyse assez grossière là-dessus, sinon on y passerait des années aussi. Sachant qu'en fait, on a du mal à distinguer finement les zones d'intérêt, parce que ça bouge. Donc, en fait, nous, ce qui va nous intéresser, c'est justement le pourcentage de temps passé à regarder les rétroviseurs. Donc ça nous semble être un indicateur intéressant. Et puis, si vous voulez, c'est assez rapide à relever et, peu sujet, en fait, à discussion, quoi. Donc, on s'est centré là-dessus. Je constate qu'ils balayent peu leur champ visuel de voiture. Oui, voilà.
Alors bon, alors oui. Alors votre remarque est intéressante parce que comme je vous l'ai dit, on a également les données manuelles, de ce que les sujets font en manuel pour chaque sujet. Donc on peut regarder également pour un sujet donné les variations entre une conduite en mode manuel et une conduite en mode automatique avec ou sans réalité augmentée. Donc ce qui permet, si vous voulez, de limiter l'interprétation des différences, c'est-à-dire de ne pas les attribuer à l'effet de l'interface, alors que ça pourrait être un effet de différence lié à l'individu lui-même. Et l'autre effet, c'est que vos copains, ils sont au courant. Alors oui, bien évidemment, oui. Oui, surtout qu'ils change beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Mais si vous voulez, c'est malgré tout une première approche qui est intéressante. Alors, on relève également leur verbalisation après. Ça, c'est intéressant de savoir ce qu'ils ont dit, comment ils ont vécu la situation. Donc, juste après, en fait, on leur demande de s'exprimer sur ce moment, en fait, de reprise en main. Alors, donc, c'est les troisièmes données dont on dispose. Donc, ça fait une masse de données, un volume de données considérable entre les données véhicules, les fixations oculaires qu'il faut en plus coder avant de les analyser, plus les verbalisations, ça fait vraiment beaucoup. Donc malheureusement, il faudra revenir l'année prochaine, mais là je vais vous présenter juste les premiers résultats qui portent sur les données véhicules. Alors ce sont des analyses qui sont réalisées par des statisticiens. Vous voyez qu'en sciences humaines et sociales, on ne peut pas se passer des collègues ni côté automatique ni côté statistique, donc qui propose une analyse en arbre de décision. Et en fait, sur cet arbre de décision, on voit que ce qui distingue les actions en fait, des conducteurs, c'est clairement la condition dans laquelle ils se trouvaient. C'est-à-dire que systématiquement, on va pouvoir partitionner le groupe auquel on a affaire en fonction de l'interface qui leur était confiée. Donc on se rend compte que les sujets qui ont la réalité augmentée vont faire des manœuvres plus rapides, systématiquement plus rapides que ceux qui ne l'avaient pas. Donc ça, c'est pour, vous voyez, la donnée temporelle sur le lane change. Donc c'est une donnée qui discrimine, c'est-à-dire le temps qui s'est écoulé entre le moment où on leur a demandé de reprendre la main et le moment où ils ont changé de voie. Cette donnée-là discrimine les participants et cette discrimination correspond en fait aux conditions dans lesquelles on les a placés. C'est-à-dire que ceux qui ont la réalité augmentée vont changer de voie plus vite, font une manœuvre plus rapide que les autres. Une autre variable qui est discriminante, c'est l'angle de volant. On se rend compte que l'angle de volant est plus faible pour les participants qui avaient la réalité augmentée que pour ceux qui ne l'avaient pas. Donc on peut dire que la manœuvre est moins brutale. Et on se rend compte également qu'il y a une plus grande anticipation. Donc la troisième variable qui discrimine les deux groupes, c'est le moment d'appui sur le frein. Donc le moment où les personnes appuient le plus fortement sur le frein intervient plus tôt. Donc il y a une plus grande anticipation pour les personnes qui utilisaient la réalité augmentée que pour ceux qui ne l'utilisaient pas. Donc on a trois variables, trois données véhicules qui sont statistiquement valides pour discriminer les deux groupes et qui amènent à penser que la réalité augmentée apporte un plus, non seulement en termes de rapidité d'exécution de l'action, ce à quoi on s'attendait, mais surtout en termes de qualité de l'action, avec une plus grande anticipation et une plus grande fluidité, si on veut dire. Donc les éléments de discussion, c'est ces deux points-là. La réalité augmentée modifie le temps de réaction des participants, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la littérature, dans d'autres expérimentations qui ont été faites. On s'aperçoit que la réalité augmentée a également une influence, et c'est peut-être le plus intéressant, sur le type et la qualité des actions réalisées par les conducteurs. Donc ce sont des premiers résultats, juste sur l'analyse des données véhicules, qui vont dans le sens de l'hypothèse qui était faite au départ. Il y a quelque chose d'autre qu'on aimerait creuser, c'est la variabilité. Il semble qu'il y ait moins de variabilité dans les réactions des conducteurs
quand ils sont guidés par la réalité augmentée que quand ils ne le sont pas. Or, avoir des réactions qui présentent peu de variabilité, c'est intéressant, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que s'il y a peu de variabilité, ça va être beaucoup plus facile à prédire par les autres. On pourra s'attendre à ce que le conducteur va faire, parce que un grand nombre de conducteurs se comporteront de cette façon-là. Donc si on pouvait montrer que la réalité augmentée diminue la variabilité des comportements, ça serait également un résultat intéressant. Donc vous voyez, en termes de statistiques, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas simplement la moyenne, ce n'est pas les comportements moyens, mais c'est également leur variété, leur variabilité. Donc voilà un exemple d'études en cours, hein, vraiment en cours, sur cette reprise en main du véhicule qui constitue vraiment un point dur. Et donc voilà également le type de réponse que les constructeurs cherchent à mettre à l'épreuve, à examiner. Donc est-ce que la réalité augmentée peut favoriser la reprise en main? Et puis juste un autre type d'approche qui est, c'est pas nous qui avons travaillé là-dessus, mais qui est une approche un petit peu différente. C'est comment peut-on faire coopérer l'homme et la machine. Vous voyez, ici, jusqu'à maintenant, on parlait de délégation de fonctions, mais ici, on va parler de coopération en prenant l'exemple du contrôle latéral du véhicule. Le contrôle latéral, hein, c'est éviter de sortir de sa voie. Donc vous avez vu hein, on est en mesure, à l'heure actuelle, d'automatiser des véhicules pour cette fonction-là, c'est-à-dire que les véhicules vont pouvoir suivre tout seuls une voie. Alors pourquoi s'intéresser au changement de voie? La problématique, elle est simple. Hein. Les sorties de voie représentent entre 40 et 70% des accidents mortels. Et on s'est aperçu, donc dans les analyses d'accidents qui sont faites, que le défaut d'attention est la première cause. Donc là, on va essayer, là encore, d'attirer l'attention. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de représentation de la situation, mais là, on va chercher à trouver des aides, on parle d'assistance, hein, comment attirer l'attention de la personne pour éviter cette perte de contrôle, hein, cette sortie de route. Alors, donc, je vous ai dit que cette deuxième approche, elle est assez différente, c'est-à-dire qu'on va se dire comment l'homme et la machine peuvent-ils coopérer. Donc, je vous présente des travaux qui ont été menés à l'IRSIN, qui est un gros laboratoire de recherche qui est très similaire au nôtre, qui est situé à Nantes. Donc, c'est un laboratoire de recherche. On trouve également, comme au LabStick, des automaticiens, des informaticiens, et une petite équipe de psychologues et d'ergonomes qui vont travailler avec leurs collègues des sciences de l'ingénieur pour concevoir des systèmes qui soient les plus optimaux possible. Donc, les chercheurs de ce laboratoire se sont dit, finalement, on peut distinguer plusieurs formes de coopération entre l'homme et la machine. Il peut y avoir un mode perceptif, c'est-à-dire que là, la machine, elle fait rien, elle fait pas les choses à la place de l'homme, mais elle va indiquer quelque chose au conducteur. Vous voyez ici, hein, donc on est sur la problématique de sortie de route. Vous voyez qu'on va apposer sur le pare-brise, en bas de pare-brise, une information, on voit la voiture et on voit où la voiture se situe par rapport à la ligne blanche, hein, la ligne qui marque le bord droit de la voie. Donc ici, il ne s'agit pas du tout de délégation de fonction, mais il s'agit d'un mode de coopération où là, l'automatisme va signaler, va diriger l'attention du conducteur vers certaines informations. Donc typiquement, alors on peut indiquer la position du véhicule comme vous le voyez ici, mais on peut aussi améliorer la visibilité des bords de voie. On peut également faire travailler l'homme et la machine ensemble, notamment en utilisant la machine pour avertir l'opérateur, c'est-à-dire pour lui signaler qui potentiellement qui peut sortir de la voie. Donc là, on va mesurer le comportement du véhicule et quand le véhicule va se rapprocher des bords de voie, il va y avoir une alerte visuelle et ou sonore informant le conducteur. Ce qui va m'intéresser plus, c'est le deuxième aspect, c'est la suggestion d'action. C'est-à-dire que là encore, l'automate analyse, vous voyez, c'est vraiment de la coopération. C'est comme si vous travailliez avec quelqu'un, vous avez quelqu'un au-dessus de votre épaule, vous allez me dire c'est pas très agréable, mais qui va regarder ce que vous faites et qui va vous dire attention là, il y a quelque chose qui ne va pas, tu devrais corriger ce que tu es en train de faire. Hein. Imaginez que vous regardiez quelqu'un qui tape quelque chose et vous lui dites là, tu as fait une faute. Là, c'est la même chose. Donc la machine, elle analyse ce que fait l'opérateur, ce que fait le conducteur,
et elle va se rendre compte que le conducteur se rapproche des bords de voie, et elle va lui suggérer une action. Et donc ici, je vous parle d'un projet mené entre l'IRSIN, donc ce laboratoire de Nantes, et Renault. C'est le projet Partage, où les chercheurs et les industriels ont travaillé sur un outil très particulier qui s'appelle la main virtuelle. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le volant va se mettre à vibrer et va indiquer la direction dans laquelle l'opérateur doit tourner le volant. Donc vous voyez, alors ce n'est pas une correction, c'est-à-dire que cette action du volant ne suffit pas pour éviter la sortie de voie, mais elle va aider l'opérateur à corriger lui-même le problème. Alors, autre chose qu'on pourrait imaginer, on pourrait imaginer également que les automates imposent une limite au véhicule, comme vous avez des limiteurs de vitesse. On pourrait imaginer également que le véhicule corrige, c'est-à-dire reprend la main et puis corrige la trajectoire quand le conducteur se rapproche des bords de voie. Et puis les autres modes rejoignent ce que maintenant vous connaissez bien. On peut aussi déléguer la fonction aux automates et puis on peut aussi tout automatiser. Mais non, ce qui m'intéresse, moi, c'est plus ce qu'il y a au milieu parce que c'est assez différent. C'est une approche très différente de l'approche que je vous ai présentée tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on attend donc de cette coopération, de ce contrôle mutuel ? Une diminution de la charge mentale. C'est plus le conducteur qui doit gérer l'ensemble des informations. Il est aidé, on peut dire, par l'automate. Mais il y a des risques. C'est toujours pareil. 10 risques de retour au mode manuel. Risque surtout de ce qu'on appelle un phénomène de contentement ou de surconfiance. On va se reposer totalement sur les automates en pensant que l'automate va signaler qu'il y a un problème. Mais simplement, l'automate, il a aussi ses limites de fonctionnement. Dans certains cas où quand il pleut, etc., il ne va pas marcher. J'ai une petite vidéo aussi courte, mais je pense qu'on n'a pas le temps de voir ça, qui est intéressante parce qu'on dit attention, ce dispositif ne fonctionne pas dans telle situation. Mais donc ça veut dire que vous voyez que ces phénomènes de contentement et de surconfiance sont assez dangereux, potentiellement dangereux. C'est-à-dire que ça peut amener la personne à penser que le dispositif va l'alerter, alors que justement on est hors du champ de fonctionnement du dispositif. Donc il y a un risque de déficit attentionnel associé à ces phénomènes de contentement et de surconfiance. Et pour que tout ça fonctionne, en fait, il faut que les deux partenaires, c'est comme quand vous coopérez avec quelqu'un, pour que la coopération soit efficace, il faut que vous ayez une bonne représentation de votre partenaire, des connaissances de votre partenaire, de ce que votre partenaire est capable de faire et de ce qu'il est en train de faire. Alors là, c'est pareil. Quand on va penser la coopération machine, il faut d'abord que la machine comprenne ce que l'homme est en train de faire pour qu'elle l'avertisse à bon escient. Il ne faut pas que la machine alerte toujours l'individu alors qu'il est encore loin des bords de voie. Vous voyez, ça serait lassant et ça ne plaît pas. Il y a des expériences qui ont été faites, ça ne plaît pas du tout. Donc il faut que la machine interprète correctement les actions de l'homme. Donc il faut que la machine ait une bonne représentation de ce que fait le conducteur. Mais à l'inverse, il faut que le conducteur ait également une bonne représentation des limites de fonctionnement de la machine. Donc c'est intéressant, mais vous voyez, ça suppose quand même cette représentation partagée entre l'homme et la machine. Donc, pour vous dire ce qu'il en est quand même sur cet amorçage moteur dont je vous ai parlé, parce que là, je peux vous présenter des résultats qui sont finalisés. Donc cette main virtuelle qui va vibrer, c'est le volant qui vibre et qui va vibrer dans le sens où le conducteur doit manœuvrer. Alors, on a travaillé à Nantes, ils ont travaillé sur donc, un dispositif qui avertit simplement le conducteur. Donc, vous voyez, là, c'est le volant qui vibre, tout simplement, mais il peut faire plus qu'avertir, je viens de vous le dire. En fait, il peut également intervenir au niveau de l'action. Le volant vibre et pousse légèrement dans le sens où il doit être tourné. Et donc, là, ces études, parce qu'il y a eu plusieurs études, visent à déterminer si ce dispositif, qui est appelé dispositif d'amorçage moteur, va améliorer les performances des conducteurs quand la sortie de voie est imminente. Alors, on peut travailler avec le dispositif tout seul, mais il y a eu également des études qui ont été faites en combinant l'amorçage moteur et l'avertissement sonore. Tout ça sur simulateur. Donc, je pense que vous allez me demander comment on a fait pour amener le véhicule à se rapprocher des bords de voie, voire à quitter la voie. En fait, on demandait à la personne
de faire autre chose, hein, de jouer ou de répondre à un message sur son téléphone. Donc on l'oblige en fait à quitter, enfin à ce que ses yeux quittent la scène de conduite. Hein. Et puis, forcément, immanquablement, à un moment donné, le véhicule va se rapprocher du bord de voie. Donc on est obligé quand même de créer une tâche annexe et périphérique pour créer une situation, on va dire, incidentelle, où le dispositif, du coup, va se déclencher. Alors on s'aperçoit qu'on a des bénéfices très intéressants. Parmi tous les systèmes d'aide qui existent, l'amorçage moteur est le plus intéressant, soit pris tout seul, donc le volant vibre et incite la personne à aller à corriger sa trajectoire, mais elle ne le corrige pas tout seul, ou bien on a des résultats également intéressants pour l'amorçage moteur, plus un avertissement sonore. Donc ce sont des dispositifs qui génèrent des actions correctives plus marquées que d'autres dispositifs. Personne ne le contre, parce que vous voyez, on pourrait se dire, est-ce que quand on amorce le changement de direction, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le conducteur contre le dispositif? Non, personne ne le contre. Et donc, je vous dis, il est beaucoup plus intéressant que des dispositifs simples qui signalent simplement la sortie de voie. Donc on pourrait se demander pourquoi ça marche mieux. Simplement, quand on vous signale que vous allez sortir de la voie, vous êtes obligé de prélever l'information, de l'analyser, de regarder ce qui se passe et d'agir. Donc vous voyez, l'avertissement suppose en fait une chaîne de traitement de l'information qui n'est pas nécessaire avec l'amorçage moteur, parce que l'amorçage moteur agit directement au niveau de l'effecteur de la main et ne nécessite donc pas la mise en œuvre d'une analyse de la situation et d'un diagnostic. Cependant, et c'est à ça que je voudrais arriver, parce que c'est jamais tout rose, donc on a un dispositif qui, sur le plan de la performance, hein, quand on va mesurer le moment où la personne a corrigé la trajectoire, donc la qualité de la correction de la trajectoire, en regardant notamment l'angle volant, on a un dispositif qui est très performant. Simplement, quand on questionne les gens et qu'on leur demande s'ils ont apprécié le dispositif, alors là, c'est beaucoup plus embêtant. Hein, c'est que, non, ils n'aiment pas vraiment qu'on interfère, parce que c'est de l'interférence, qu'on interfère avec leur conduite. Donc, discussion de cette série d'expériences. Hein, donc, l'amorçage moteur est très efficace pour limiter les sorties de voie, on est d'accord, mais efficacité et acceptation ne sont pas forcément corrélés. Vous voyez, le caractère intrusif, le caractère interférent de l'amorçage moteur ne plaît pas au conducteur, qui préfère l'avertissement sonore. Alors ça, c'est paradoxal, parce que l'avertissement sonore tout seul est moins efficace, mais il est préféré. Et finalement, ce qu'on peut dire, hein, c'est qu'un compromis serait d'utiliser l'avertissement sonore et l'amorçage moteur. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant, vous avez bien compris, sur le plan psychologique, et c'est là que la psychologie intervient très clairement, c'est de voir qu'en fait, on a, quand on utilise ce type de dispositif, on va pouvoir jouer sur l'alerte, mais aussi, enfin, l'alerte, il n'y a pas que l'alerte, il va y avoir un traitement de l'information, une analyse de la situation, un diagnostic qui explique pourquoi un avertissement tout seul est moins performant que l'amorçage moteur, parce qu'il n'agit pas au même niveau, hein, d'analyse et de traitement de l'information. L'avertissement sonore améliore le diagnostic simplement parce qu'il permet une redirection, permet à la personne de rediriger son attention, mais ça va quand même s'accompagner d'une certaine perte de temps, et on est dans un système dynamique où l'évolution peut être rapide et on ne peut pas forcément se permettre ça. Donc là, vous voyez, on a quelque chose qui est intéressant sur le plan psychologique, de deux dispositifs qui agissent à deux niveaux différents dans le traitement de l'information. Puis on a quelque chose d'intéressant également, parce qu'on en a un qui est plus performant que l'autre, et on comprend pourquoi, mais simplement, il est moins accepté par les conducteurs. Alors, j'ai largement, je pense, dépassé mon temps de parole, alors j'arrive à la conclusion. Donc, les véhicules autonomes, de mon point de vue, c'est vraiment un changement de paradigme, c'est une révolution. Ça fait plus de 100 ans qu'on vit avec les voitures finalement qu'on connaît à l'heure actuelle, et on va avoir vraiment autre chose, je pense, dans les 10 ans qui viennent, des véhicules radicalement différents, une activité de conduite transformée, puisque le conducteur ne sera plus un conducteur mais un superviseur, et avec du coup des problématiques et des risques déplacés.
Et après, alors là c'est pour vous faire rêver, et après, qu'est-ce qu'on fera dans ces véhicules autonomes? Donc on a déjà des gens qui vont plancher sur l'utilisation de l'habitacle, et il y a des sociétés donc, qui travaillent sur ce qu'on pourrait proposer dans l'habitacle des véhicules automatisés. Un habitacle qui va se transformer en extension du salon, du bureau. Donc on va mettre à disposition, c'est plus le conducteur, on va parler d'utilisateur du véhicule. Des ordinateurs, des films, des systèmes de visioconférence, de téléconférence, des véhicules qui communiqueront entre elles et avec l'infrastructure routière. Ce n'est pas encore vraiment le cas aujourd'hui, mais il y a des travaux qui vont dans ce sens-là. Il y a des travaux également qui pensent les convois de véhicules, c'est-à-dire qu'on aura un véhicule de tête qui sera suivi par des petits canards derrière. Et puis, des véhicules sans conducteur, c'est-à-dire que vous serez chez vous, vous commanderez votre véhicule qui viendra vous chercher sans conducteur, pour vous amener là où vous voulez aller. Et voilà. Donc je vous remercie pour votre attention.